Bonjour à toutes et tous. Ce septième webinaire, et oui, nous sommes déjà à 7 webinaires consacrés au sens du travail, s'insère dans le cadre du concours sur le travail en 2050, sur le futur du travail en 2050, dans le projet de Positif Futur. Et je suis Christina Friard, je suis vice-présidente de la Société française de prospective et je suis membre du conseil scientifique de ce concours. Et je suis très heureuse d'animer cet échange ce soir. Donc la crise sanitaire, comme la réforme des retraites, ont été des facteurs déclenchants de l'interrogation sur le rapport au travail et sa signification dans la vie de toute personne. La question du sens au travail a pris une nouvelle importance. L'arrêt de toute activité ou les conditions d'exercice de son travail perturbées dans le cadre notamment du premier confinement, comme l'impératif d'allonger sa vie au travail de la réforme des retraites, amènent et ont amené de nombreux salariés à se poser la question sur le sens que pouvait avoir leur travail. Le sens du travail est bien plus qu'un concept abstrait. Il a des répercussions significatives sur la qualité de la vie, sur l'exercice de son travail, sur l'organisation du travail, sur la santé mentale, la motivation et la performance professionnelle. Il est essentiel de s'engager dans un travail qui a un sens pour soi, que ce soit en identifiant les valeurs et attentes, en exerçant un travail en phase avec ses objectifs ou en créant un environnement de travail positif, notamment par rapport aux conditions d'exercice de ce travail. Dans ce webinaire consacré au sens du travail, nous nous attacherons dans un premier temps à bien définir ce que recouvre cette notion, puis nous nous intéresserons également à son évolution. Dans le deuxième temps de cet échange, nous mettrons en évidence que l'absence du sens au travail ne se limite pas à une simple insatisfaction professionnelle, mais peut avoir des répercussions importantes sur sa santé, et notamment sa santé mentale. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Coralie Pérez, et je la remercie d'avoir accepté d'intervenir, économiste à l'Université de Paris 1 et membre du Centre d'économie de la Sorbonne, qui a été aussi l'auteur avec Thomas Coutreau d'un dernier ouvrage qui s'appelle Redonner du sens au travail, une ambition révolutionnaire, et Anaïs Georgelin, fondatrice de Summerways, entrepreneuse et experte des nouveaux rapports au travail. Et je la remercie aussi d'avoir accepté. Vous avez la possibilité, petite règle, en tant que participant, de poser vos questions via le chat. Vous avez le bouton chat et Solène de Bonis, qui est de l'ANACT, sera extrêmement vigilante et nous en fera part au fur et à mesure qu'elles arriveront. Donc, il est possible qu'il y ait des interpellations au cours de vos interventions toutes les deux. Il y aura sûrement, enfin nous l'espérons, peut-être à la fin aussi une possibilité de prise de parole, normalement, pour avoir un échange un peu plus interactif. Donc, j'aborde le premier temps qui est consacré au sens du travail. Donc, je vais vous demander à toutes les deux de bien vouloir me donner votre définition du sens du travail, dans un premier temps, puis de regarder et de mettre en évidence si ce sens du travail a évolué à travers le temps, et si on peut effectivement parler d'évolution et peut-être de perte du sens au travail, d'essayer de mettre en évidence aussi, finalement, quelles sont les raisons pour expliquer cette perte du sens au travail. Alors, vous avez 5 minutes, et oui, c'est un peu court, pour réagir dans un premier temps à cette première question. Je commence par Coralie, et puis ensuite on enchaînera avec Anaïs. Merci en tout cas toutes les deux d'intervenir. Merci pour l'invitation. Bonsoir à toutes et tous. Donc, effectivement, depuis une dizaine d'années, vous l'avez dit, et plus encore depuis la crise sanitaire, on voit monter les interrogations sur le sens du travail, et pas seulement chez les jeunes. Ce qui est notable, c'est que longtemps, dans le débat public, comme dans la recherche, et en économie particulièrement, le travail en tant qu'activité a été négligé au profit de l'emploi, son volume, sa rémunération, sa plus ou moins grande stabilité. Et ce n'est que récemment que le thème du travail s'est imposé dans le débat social. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de sens du travail? Alors il faut se méfier des proclamations sur la valeur travail,
qui exprime souvent une injonction culpabilisante à travailler davantage, quelles que soient les conditions ou la finalité du travail. Le travail qui nous intéresse ici, c'est celui dont parlent les sciences du travail, l'ergonomie, la psychodynamique du travail, c'est-à-dire une activité organisée par laquelle on transforme le monde naturel et le monde social et par lequel on se transforme aussi soi-même. Et le sens du travail, selon nous, il tient à ces enjeux de transformation dont le travail est porteur. Un travail qui a du sens et donc un travail qui nous donne le sentiment d'être utile aux autres, aux destinataires du travail. C'est également un travail qui nous permet de respecter ou d'enrichir les normes sociales et éthiques qui orientent notre action. Et enfin, c'est un travail qui nous permet de développer nos habiletés et notre expérience. Donc, selon nous, il y a 3 dimensions au sens du travail: l'utilité sociale, la cohérence éthique et ce qu'on appelle la capacité développement. Pour évaluer empiriquement le sens du travail, sur la base de cette définition, on a construit des indicateurs statistiques à l'aide des enquêtes sur les conditions de travail. Et on a pu ainsi montrer que les métiers les plus riches en sens ne sont pas forcément les plus prestigieux ou les mieux rémunérés. Par exemple, les assistantes maternelles, les aides à domicile, les ouvriers qualifiés du bâtiment et des travaux publics sont parmi les professions qui sont associées au plus fort score de sens au travail. Et à l'inverse, les métiers où le sens du travail est le plus pauvre sont souvent peu diplômés, les ouvriers non qualifiés, les caissiers, les caissières, les agents de sécurité, mais pas toujours. On trouve aussi, par exemple, les cadres de la banque et des assurances. Ainsi, les déterminants du sens du travail ne sont pas dans le salaire ou le niveau de qualification de manière première, mais plutôt dans le fait de travailler ou non en contact avec le public, dans une petite entreprise plutôt que dans un grand groupe, voilà, dans le secteur associatif ou la fonction publique plutôt que dans le secteur privé. Alors, rapidement sur pourquoi y a-t-il cette montée des interrogations sur le sens du travail, qui s'exprime souvent par la perte de sens du travail dans beaucoup de professions. Il nous semble que c'est le management qui porte cette responsabilité de perte de sens que l'on voit dans les entretiens avec les salariés depuis bien longtemps et en tout cas de façon bien antérieure à la crise sanitaire, depuis la fin des années 80 environ. Le management par le chiffre ou la gouvernance par les nombres, comme disait Alain Supiot, s'est étendu en effet à partir de la fin des années 80, alors que les investisseurs financiers commençaient à exiger une rentabilité plus élevée de leur investissement et une transparence absolue des sources de performance. Alors ça, c'est vrai pour le secteur privé, mais on a eu le même phénomène, on a le même phénomène dans le secteur public avec ce qu'on appelle le New Public Management, qui décalque en quelque sorte au secteur public les modes de management en cours dans le secteur privé, avec comme règle de réduire le coût du secteur public. Donc ceci se traduit par des réorganisations permanentes qui sont des signaux envoyés au marché financier pour montrer que les organisations sont en recherche continue d'optimisation. La multiplication des procédures, des évaluations chiffrées, des process, de la standardisation du travail, finalement, sape le sens du travail aux yeux des salariés. Et ça, on le montre empiriquement dans nos travaux. Le sens du travail dépérit avec la fréquence des changements organisationnels. On trouve moins de sens à son travail lorsqu'on se voit fixer des objectifs chiffrés sur lesquels nous n'avons pas notre mot à dire. Et on ressent moins le sens du travail lorsqu'on travaille pour un preneur d'ordre dans une grande entreprise plutôt que chez un donneur d'ordre ou dans une entreprise indépendante ou familiale. Voilà ce que je peux dire à ce stade pour respecter mon temps de parole. Peut-être alors en complément, moi je vais apporter un regard
plus issu du monde de l'entreprise, on va dire, dans le quotidien. Donc, il sera complémentaire à celui de Coralie, qui est bien plus étayé d'un point de vue scientifique, bien évidemment. Pour vous situer un petit peu comment j'en suis arrivée à me poser ces questions-là, c'est avant tout une expérience personnelle. Moi, j'ai eu la grande chance de démarrer ma vie en sachant ce que je voulais faire dans ma vie, d'avoir une forme de vocation. Donc, mon sujet à moi, c'était les gens. Ça m'a menée vers les ressources humaines, dans une entreprise que j'ai tout fait pour rejoindre. Donc, ça démarrait bien et j'avais énormément de sens au démarrage de ma vie professionnelle par la passion que j'avais pour mon métier. Et finalement, alors là, je vais rejoindre ce que tu as dit, Coralie, j'y ai trouvé des managers qui n'aimaient pas vraiment manager, une culture d'entreprise qui me convenait pas, on va le dire comme ça, et j'ai assez vite perdu le sens. Je me suis demandé pourquoi je me levais le matin alors que j'adorais mon job. Je vous passe les détails, mais j'ai finalement fait 3 jobs en 3 ans. Pour quelqu'un qui savait ce qu'il voulait, c'est quand même un début de vie professionnelle pas très, linéaire tout ça, et j'ai terminé dans une entreprise sociale euh, qui n'avait plus rien à voir avec mon premier métier. Donc, je ne faisais plus de RH, je n'étais plus dans un secteur RH, j'étais dans la finance carbone pour accompagner les pays en développement vers des énergies plus positives, on va dire comme ça. Et c'est là que j'ai finalement trouvé le pire en termes de sens au travail, puisque j'y ai à nouveau croisé les pires pratiques managériales. Alors autant dans ma première entreprise, c'était pas terrible, mais bon, voilà, c'était une question de goût et de couleur. Autant là, je pense qu'on serait tous alignés pour dire que c'était carrément toxique. Bref, à 25 ans, je fais un burn-out, hein. Il me faudra des années pour mettre ce mot-là, mais je comprends que c'est ce qui m'arrive. Un beau matin, je peux plus me lever, je peux plus aller travailler. Et dans cette entreprise où on sauvait le monde et où je pensais trouver du sens, c'est finalement là que je l'ai le plus perdu de ma courte existence professionnelle. Donc à 25 ans, il y a une petite musique qui tourne à ce moment-là. Alors c'était déjà il y a 10 ans que j'avais 25 ans et on commence à parler de la génération Y, de parler de ces jeunes qui voudraient autre chose. Moi, j'ai l'intuition que c'est pas tout à fait ça qui se joue. Et la deuxième chose qui se passe, c'est que les personnes de ma génération voient sur LinkedIn Anaïs, entrepreneuriat social, et se disent, tiens, là où je suis, j'ai plus de sens, la solution, c'est là où elle est. Si vous avez suivi mon histoire, c'est pas tout beau, tout rose là où je suis. Et donc, on vient à une grande interrogation sur cette question du sens au travail. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, quel constat je fais et j'ai fait ces dernières années? Le premier, c'est que cette notion de sens, elle est très très subjective. Qu'est-ce qui m'apporte du sens au travail à moi? C'est pas la même chose qu'à chacun d'entre vous. Et en plus, il y a une dimension évolutive. Ce qui va me donner du sens aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il y a 5 ans, ce sera pas la même chose que dans 5 ans. Et pour tenter d'avoir une définition, du coup, j'aime bien celle qui dit que le sens, c'est la cohérence entre nos besoins et notre réalité. Je trouve du sens parce que dans mon travail, j'ai une réponse à mes besoins principaux. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui peut amener du sens dans notre travail? Coralie a proposé quelques éléments que je rejoins et peut-être pour certains que je peux compléter ou apporter un autre prisme de lecture. Nous, on a essayé d'apporter une grille de lecture donc, qui n'a aucune vocation à mettre les gens dans les cases, c'est pas du tout le propos, mais aider à avoir plutôt des points de repère sur quelles sont les dimensions qui peuvent nous apporter du sens dans le travail. Il y a cette dimension impact qui est parfois le sens au sens qu'on l'entend dans les médias. Ce qui va m'apporter du sens au travail, c'est cette notion de je peux contribuer à la société avec un grand S. Peut-être que ce qui va m'apporter du sens dans mon travail, ça va être la possibilité de faire carrière, donc d'avoir une certaine position sociale dans mon travail. Ou peut-être ce qui va m'apporter du sens, c'est justement d'avoir un très très bon équilibre vie pro, vie perso, que ça empiète pas, que ce soit agréable. Je vous donne quelques dimensions comme ça, mais pour montrer que finalement on a tous notre patchwork et que ces curseurs, ils bougent tout au long de l'année, pardon, de votre vie. Parfois de l'année, mais bon, c'est quand même une temporalité qui est un peu courte. Euh, une fois qu'on s'est dit ça sur la deuxième question, est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a changé? Dès qu'on se ramène à cette notion, le sens, c'est la cohérence entre mes besoins et ma réalité, on se rend compte qu'on est quelque part tous concernés. Qu'est-ce qui a peut-être plus changé? C'est notre capacité à l'exprimer. Je suis d'accord sur le point de pour reprendre le propos de Coralie, on a
on a déshumanisé, entre guillemets, le travail en y mettant plus de KPI, plus de chiffres, etc. Donc, ça a contribué à enlever le sens. On a des crises écologiques, économiques, enfin, si on prend en macro, qui sont venues aussi nous re-questionner là-dessus, une crise sanitaire mondiale, c'est multifactoriel tout ça. Et puis, on a aussi, peut-être pour citer un dernier élément, un nombre croissant de personnes qui ont la capacité d'exprimer ce sujet du sens. Ça ne veut pas dire qu'avant, ils ne le pensaient pas, c'était pas important pour eux, mais plus on monte quelque part dans la capacité à avoir une réponse à nos besoins de base à travers le travail, plus on peut oser exprimer d'autres besoins. Donc, tout ça, mis bout à bout, fait que ça gronde de plus en plus. Moi, il y a 10 ans, quand je me posais cette question du sens au travail, il n'y avait pas grand monde pour honnêtement m'écouter. Si je tapais à la porte des dirigeants d'entreprise en leur disant il faut que vous fassiez quelque chose pour le sens, bon, ils avaient autre chose à faire. Aujourd'hui, tous les secteurs, toutes les entreprises sont concernées, preuve que le sujet a pris plus euh, d'ampleur. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette intro, oui. Très bien, merci à toutes les deux. Alors, je voudrais revenir par rapport à vos propos. Alors, puisque Anaïs, pour l'instant, vous avez la parole, pour moi, j'ai entendu effectivement dans les changements, vous avez mis en évidence des changements de perception par rapport à ce concept sens au travail, plus au niveau des individus. Mais ce qui serait intéressant, notamment par votre expérience, alors dans les interventions que vous pouvez faire dans les entreprises, la question serait de savoir, les entreprises ont-elles pris conscience finalement que les modes de management qu'elles mettent en place, les dispositifs d'organisation du travail, les conditions du travail qu'elles développent et qui sont quand même extrêmement intensives et qui sont extrêmement bien mises en évidence dans un pensum qui s'appelle « Que sait-on du travail ?», dont Bruno Palier a effectivement dirigé l'ensemble des chercheurs sur ce thème, le travail. Est-ce que donc ces entreprises, elles, enfin, est-ce que vous en avez rencontré, ou alors ça serait effectivement un peu pessimiste de se dire que s'il n'y a pas de prise de conscience, vers quoi on va, mais est-ce que vous avez des entreprises qui effectivement en ont pris conscience, et si elles en ont pris conscience, quel type de modifications, de changements elles peuvent effectivement mettre en place. Alors après, ça dépend aussi du type des entreprises. Vous savez qu'il y a différentes catégories d'entreprises Mais bon, voilà. Est-ce que vous avez des éléments, en tout cas, sur cette première question? Merci. Les entreprises, en tout cas, ce qu'elles voient, parce que chacun voit midi à sa porte, c'est qu'elles ont des problématiques de recrutement, d'engagement, et c'est ça qui les pousse à se mettre en mouvement. Euh, L'entreprise n'est qu'une somme de personnes, j'aime bien le rappeler, hein, mais en tant que raison d'être propre, sa première raison d'être, c'est quand même d'avoir de la rentabilité pour pouvoir continuer d'exister. Donc, bah, quand il y a un problème humain, on ne le voit pas faut faire, faut être meilleur pour les gens, mais par j'ai un problème sur mon compte de résultat. Bon, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça rejoint la solution, si on est un humaniste, de prendre soin des gens, on va faire en sorte que le compte de résultat soit meilleur. Donc, on a un alignement quelque part d'intérêt, en tout cas, c'est ce que j'essaie de pousser. Aujourd'hui, ils sont davantage prêts à écouter et à entendre ce discours-là parce que ils ont mal sur le recrutement, sur l'engagement. Après, ils se posent vraiment la question de par quel bout prendre ce sujet. Le premier axe est clairement l'axe managérial. Nous, on aime bien amener cette question selon la question du sens au travail, c'est une co-responsabilité à 3 niveaux, au niveau organisationnel, au niveau managérial, au niveau individuel. Je ne peux pas tout attendre du manager. Le rôle managérial est extrêmement difficile. Depuis des années, on en rajoute dans la banette des managers, hein. On leur a rajouté de suivre des KPI, comme on disait tout à l'heure. Puis on leur rajoute maintenant de s'occuper des gens encore plus. Bref, donc c'est une responsabilité partagée et l'entreprise va essayer tant bien que mal d'agir sur ces 3 niveaux. Au niveau organisationnel, ben, c'est quelle organisation du travail, quelque part, je propose au sens très large, hein. Donc en ce moment, les débats, c'est est-ce que c'est la semaine de 4 jours qui va pouvoir résoudre ou pas ma problématique, entre autres, mais qu'un seul exemple. Au niveau managérial, c'est le sujet qui est le plus activable, touche le plus aujourd'hui. Ça fait déjà des années qu'on est comment on va sur le management par la confiance plutôt que par le contrôle, comment on donne la capacité au manager d'avoir
un peu de flexibilité à son niveau pour répondre aux besoins des collaborateurs. Voilà, avec un énorme travail sur cet aspect-là. Et puis, in fine, il y a cet enjeu à un niveau un peu plus individuel, puisque le sens, il se donne pas non plus, il se construit et se construit ensemble. Et au niveau, ben, quand on est un individu, on a souvent un peu de mal à savoir très exactement ce qui nous embête et comment on peut agir. Donc, il y a aussi une question d'empouvoirment, comme on dit en français, de comment on arrive à donner des clés aux collaborateurs que eux-mêmes, à leur niveau, puissent agir. Ils ont une partie de marge de manœuvre, même si c'est pas toute la solution. Ça doit vraiment se jouer de manière systémique. Euh, voilà, donc en conclusion, moi je dirais que les entreprises sont qu'au début de tout ça. On est encore beaucoup dans des approches de sensibilisation des dirigeants. Ok, il y a ça. On commence à peine à avoir des dirigeants qui se disent, ok, j'ai compris, il y a un problème. Et je peux pas juste attendre, parce que si on rajoute sur ces enjeux-là une petite courbe démographique qui fait que le besoin en compétences ne devrait pas s'inverser, on peut pas juste attendre en se disant bon bah demain les collaborateurs vont se calmer et tout va redevenir à la normale, ce serait pas raisonnable. Voilà. Donc on en est plutôt au stade de la conscience. Et sur la mise en mouvement, là où on est le plus avancé, c'est le niveau managérial. Tant mieux, mais c'est pas suffisant parce que si on fait pas bouger le système organisationnel ou donner les clés aux individus, on va juste épuiser des managers. Et quand on voit que le rôle managérial est de moins en moins plébiscité par les collaborateurs, ben, on peut pas tout mettre ici non plus. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors pour Coralie, déjà je voudrais mettre en évidence un résultat, enfin un élément que vous avez dit dans votre propos qui me paraît extrêmement important. C'est de dire que le sens au travail ne dépend pas du niveau de diplôme ni du niveau de rémunération. Ça, je crois que c'est très important. Et vous avez dit, parce que bon, on peut avoir cette vision des choses. En fait, vous avez dit que c'était plutôt le fait d'exercer avec d'autres, de se retrouver dans du collaboratif ou au moins travailler ensemble dans le statut social qu'on peut avoir et l'utilité sociale du travail qu'on va mettre en œuvre. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il fallait bien mettre en évidence. Alors, par contre, pour vous, il me semble que ce qui pourrait être important, c'est de dire, vous êtes parti effectivement par rapport à cette perte du sens du travail en mettant en évidence la montée en puissance du management par le chiffre, avec cette idée d'optimiser le plus possible les résultats et les processus. Et ce qui pourrait peut-être intéressant de voir, c'est comment on peut alors à ce moment-là redonner du sens au travail. Et dans votre ouvrage, vous aviez quelques pistes et ça pourrait être intéressant que vous en présentiez quelques-unes. Voilà, je vous remercie. Oui, merci. Alors, ce qu'on met en évidence avec nos résultats empiriques, c'est que trouver peu de sens à son travail accroît la probabilité de démissionner, de quitter volontairement son emploi, l'accroît dans des proportions très importantes à autres conditions de travail identiques. Donc ça montre que le sens du travail est un facteur explicatif très significatif des mobilités professionnelles, et donc les entreprises ont effectivement tout à fait intérêt à s'en préoccuper. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. Alors, c'est vrai que dans les 3 dimensions qu'a citées Anaïs, donc en termes de responsabilité, la dimension organisationnelle, managériale et individuelle, nos résultats nous portent plutôt à mettre le doigt sur les 2 premières, organisationnelle et managériale, qui sont d'ailleurs assez fortement corrélées. Et j'ajouterais que s'il y a un diagnostic relativement partagé parmi les acteurs sociaux sur cette problématique du sens au travail que rencontrent les salariés, avec laquelle je pense tout le monde est assez d'accord. Par contre, quand on en vient à dire comment procéder, comment faire pour redonner du sens au travail, là, par contre, il y a beaucoup de différences, j'allais dire, d'appréciation de ce qu'il faut faire. Donc nous, si nos résultats nous portent à justement pointer du côté des organisations, c'est qu'on observe avec les enquêtes conditions de travail une baisse tendancielle de l'autonomie dont bénéficient les salariés au travail. Donc on a en moyenne des salariés mieux formés, plus qualifiés,
hein, avec l'élévation du niveau d'études des sortants du système éducatif, et puis des organisations qui finalement laissent de moins en moins de marge de manœuvre aux salariés. On a également tendanciellement une intensification du travail. Donc l'organisation du travail est responsable finalement de la perte de sens que ressentent les salariés. Pour qui je travaille, les finalités du travail, finalement, elles sont très peu discutées au sein des organisations. C'est la raison pour laquelle, parmi les pistes qu'on dessine, eh bien, on suggère de créer des espaces de discussion sur le travail, des espaces de dialogue professionnel, pour que les salariés puissent justement s'exprimer, avoir leur mot à dire sur eh bien, ce que fait leur organisation, leur entreprise. On pense également que tous ces changements organisationnels qui affectent les entreprises, les salariés sont très rarement consultés, voire même informés sur ce qui leur arrive. Ça, on le montre de manière tout à fait factuelle avec l'enquête conditions de travail. Les salariés qui vivent un changement organisationnel majeur, qui ont pu être informés, consultés et qui ont le sentiment d'avoir eu une influence sur les décisions prises, sur le changement, eh bien, se portent mieux du point de vue du sens du travail que des salariés qui ont subi un changement sans qu'il n'ait été annoncé, qu'il n'ait été consulté. Donc ça paraîtrait être à la portée des entreprises que bien d'informer, de prendre en compte les salariés. Donc le fil rouge pour redonner du sens au travail, selon nous, c'est redonner du pouvoir d'agir aux salariés. Quand je parle des salariés, c'est tous les salariés, y compris les managers, qui, comme l'a dit Anaïs, sont souvent pris entre le marteau et l'enclume, entre les injonctions des directions, un travail souvent de reporting, de benchmarking qui les éloigne des équipes qu'ils doivent gérer, et puis les salariés qui sont voilà, dans des tâches souvent prescrites, standardisées, dont ils ne voient pas les tenants et les aboutissants. Très bien. Je propose peut-être à ce stade, finalement, de laisser peut-être quelques questions, si vous en avez, par rapport à cette première partie de notre échange. Alors, je vois que dans le chat, il y a une question dans la mise en mouvement qui était évoquée par Anaïs. Alors, mise en mouvement ou, alors c'est moi qui pose la question, ou prise de conscience et sensibilisation. Et la question, c'est où situez-vous les actionnaires? Donc, en fait, on peut étendre un petit peu la question avec le mode de gouvernance, quelque part aussi. Voilà. Alors, peut-être que Anaïs peut répondre à cette première question, ce qui permet aux autres personnes qui suivent ce webinaire de peut-être préparer leur interrogation. Ça dépend quels actionnaires. Ouais. C'est toujours pareil. C'est ce que déjà moi j'aime bien rappeler que parfois les actionnaires c'est aussi nous, hein, quand on a des actions en bourse, etc. Voilà. Parfois c'est des grands méchants actionnaires, comme on aime bien dire, et puis parfois les actionnaires c'est des actionnaires qui ont une vision du temps long, qui cherchent à avoir un impact positif sur la société, etc. Voilà, tout ça pour dire un peu de nuance, et il n'y a pas les bons et les méchants, il n'y a pas la mauvaise entreprise ou les mauvais actionnaires et les bons collaborateurs, il y a un peu des bons et des méchants partout quelque part. Et comment on sort un petit peu de cette vision manichéenne pour chercher des solutions. Après, si on regarde les choses, on est encore loin du fait que ces sujets-là, c'est un peu les critères de notation extra-financiers, vous savez, qui sont en mode depuis quelques temps, heureusement, et c'est dans le bon sens. On a mis beaucoup de choses en place sur les aspects environnementaux. On a quelques éléments côté RH, hein, et je pense que la tendance va continuer de faire, enfin, je l'appelle de mes voeux en tout cas, qu'on continue à mettre ces éléments-là dans les critères de notation extra-financiers pour que ça puisse davantage inciter quelque part les actionnaires à prendre ce sujet au sérieux. Voilà. Après, aujourd'hui, se dire que l'actionnaire au global pousse pour que ce sujet soit pris en compte,
il faut faire la pédagogie, y compris. Déjà, on l'a fait auprès des dirigeants et qui doivent la faire auprès de leurs propres actionnaires parce qu'ils sont rarement dirigeants tout seuls, pour expliquer que, en fait, par A plus B, quand on prend en compte ce sujet, tout le monde y gagne, les gens sont mieux, l'entreprise est plus rentable, etc. Voilà, il y a encore du chemin à parcourir, Christine. Alors, une autre question qui vient d'apparaître là dans le chat, peut-on espérer dans les dizaines d'années à venir une évolution des organisations moins managériales, moins hiérarchiques, plus communautaires, autonomes, indépendantes? En fait, c'est ce qu'on appelle les entreprises collaboratives qui essaient d'apparaître dans le paysage à côté des entreprises tayloriennes et puis les entreprises qu'on appelle le lean management, parce que c'est une autre forme d'organisation, mais on n'est quand même pas tout à fait en décalage complet avec les principes du Taylorisme ou du Fordisme. Donc là, je pense que c'est une question où vous êtes toutes les deux habilitées à répondre. Alors, comme je vous rappelle, alors, c'est peut-être une façon d'induire une réponse. Mais nous sommes dans Positif Futur. Notre projet, c'est Positif Futur. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut avoir quelques espoirs de faire évoluer les modes de management et de gouvernance? Alors, qui veut commencer? Je veux bien commencer à répondre. C'est vrai que dans l'ouvrage, on cite un certain nombre d'initiatives qu'on appelle par le haut ou par le bas pour redonner du sens au travail. Et parmi les initiatives par le haut, alors on est assez sceptique sur la RSE et on a un résultat d'ailleurs quantitatif qui montre que dans les entreprises ayant mis en place une RSE, les salariés ne trouvent pas en moyenne plus de sens au travail que ceux qui travaillent dans des entreprises non couvertes par un label RSE. Mais en tout cas, on pense qu'effectivement, en termes de gouvernance, il y a des pistes. Par exemple, ce que citent nos collègues Dominique Méda, Isabelle Ferreras dans leur manifeste travail, c'est-à-dire la codétermination à l'allemande, faire en sorte que les salariés puissent être représentés dans les conseils de surveillance et participer à la prise de décision stratégique. Du point de vue de nos définitions du sens du travail, ça permettrait qu'ils soient en partie décisionnaires sur les finalités du travail, donc plus grand sentiment d'utilité sociale, et puis ça permettrait sans doute aussi que ça favorise finalement leur capacité d'autonomie, le sens de leur autonomie au travail. Donc la codétermination, c'est une piste. Il y a également des tas de structures qui ont des formes d'organisation où les salariés, voire les riverains, sont partie prenante. Je pense aux sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui sont des formes d'organisation très minoritaires, mais néanmoins en forte croissance sur les 10 dernières années, qui sont susceptibles de constituer des environnements favorables à trouver du sens à son travail. Et puis enfin, je voudrais mentionner que les organisations tayloriennes ou néo-tayloriennes sont encore très majoritaires en France, comparées à ce qui se passe dans les pays scandinaves. Or, on a un certain nombre de travaux, je citerai les collègues Nathalie Grinan ou Saliba Benamou, qui montrent que les organisations dites apprenantes, qui sont à la fois moins hiérarchisées, qui sont basées sur des processus d'apprentissage en continu des organisations qui font donc davantage de place au savoir d'expérience des salariés, eh bien, sont des organisations qui sont aussi souvent plus innovantes que les organisations tayloriennes, mais où effectivement le management est moins vertical et autoritaire. Et ça, c'est possible, ça existe, et ça porte des résultats très positifs. Sans doute en France, y a-t-il des obstacles culturels? C'est ce que mettent en évidence certains travaux du fait d'un management qui est formé dans les grandes écoles et qui peut-être est donc un petit peu plus surplombant, descendant, vertical, que dans les pays d'Europe du Nord. D'accord, merci. Anaïs, quelque chose à rajouter? Oui, peut-être. Je ne sais pas si on ira vers une généralisation des organisations sans manager, peut-être pour le dire comme ça. En revanche, je pense qu'on ira parce que ça a plus de résultats et que c'est souhaitable vers un nouveau rôle du manager et une nouvelle posture du manager. Si on se met dans la prospective positive, pour reprendre vos termes, Christine,
C'est un peu ça le sujet et l'enjeu. C'est comment, déjà, dans l'organisation du travail, on laisse le temps au manager de manager, puisque le manager, en général, comme je vous le disais, il cumule des casquettes et il doit faire opérationnellement des choses, il doit reporter et il doit manager. Et manager, c'est quand il lui reste un peu de temps à la fin de la journée. Donc évidemment, si manager, ça devient, on pourrait y passer toute une conférence de définir ce que ça devient, hein, mais aider, être au service de ces équipes pour qu'elles puissent avoir les bonnes conditions de travail, réaliser correctement les choses et se sentir bien dans leur quotidien de travail, comment on sélectionne, on choisit ces managers qui aiment des gens, comment on les accompagne pour qu'ils puissent, au niveau organisationnel, avoir le temps de faire ce travail-là. Donc voilà, je vois plus. On voit aussi peut-être que dans les entreprises, on a mis une énorme, enfin, on a enlevé les chefs, donc tout le mouvement des entreprises libérées. Bon, il y a quand même beaucoup d'endroits où on a recréé l'humain étant ce qu'il était, des baronnies non assumées et non, enfin voilà, qui se font par en dessous et ça crée aussi beaucoup de souffrance au travail. Donc voilà, c'est comment on revoit plutôt à quoi sert le manager et comment il est au service du bien faire le travail de ses équipes et pas dans une posture de petit chef quelque part, pour donner d'autres éléments. Alors, par Et je me rapport permets de répondre. Oui, et alors ce que vous venez de dire, à mon avis, ça peut être des éléments de réponse à cette question qui arrive dans le chat. Qu'en est-il des cursus d'école de management en ce qui Ouais. concerne la façon de manager pour effectivement introduire du sens au travail et surtout du bien-être au travail? Je voudrais juste dire, ouvrir une petite, enfin comment dire, faire état d'une réflexion dans un dossier particulier d'alternatives économiques sur effectivement le sens au travail et qui rappelait dans un des premiers articles, rappelait que lorsqu'on a, après la Deuxième Guerre mondiale, a été mis en place le New Deal pour relancer la dynamique de la croissance, les Américains sont arrivés en France, dans des entreprises françaises, et ont tout de suite dit, tant que vous ne remettrez pas en cause votre mode d'organisation du travail, et tant que vous ne repenserez pas, notamment dans la formation, comment manager, vous n'arriverez pas finalement à aller vers d'autres formes de travail. Et ça, c'était quand même après 1945. Aujourd'hui, on est quand même dans une approche où on se dit, n'est-on pas dans la même situation? Voilà, donc c'était juste pour pas être trop longue. Et je crois que c'est important de le rappeler. Le poids de l'histoire et aussi comment dire, des pratiques culturelles aussi, quelque part, sont fondamentales. Voilà, donc je pense qu'il y a des éléments de réponse dans cette question. Et puis, juste pour vous dire, bon, il y a deux questions qui apparaissent. Soit vous y répondez maintenant, soit vous y répondez tout à l'heure. Il y en a une qui est effectivement qui est importante parce que cette question du sens au travail, ça ne concerne pas que le secteur privé. Donc, quid? Comment ça se passe dans le secteur public, notamment avec quand même ce qu'on appelle maintenant le New Public Management, hein. Donc, voilà, vous pouvez répondre maintenant ou tout à l'heure. Et puis, il y a aussi, lorsqu'on dit impliquer les salariés dans les modes d'organisation de travail, et il est vrai qu'il y a des expériences qui vont, dans certaines entreprises, qui vont jusque-là et qui remettent en place effectivement de la participation, de la sollicitation par rapport à la connaissance que chaque salarié peut avoir de son travail. Mais la question là est plutôt de dire, bah oui, mais quid par rapport à la stratégie, au projet d'entreprise et à la stratégie. Voilà, donc je pense, soit vous dites oui, on y répond maintenant, et ensuite on enchaînera parce que le temps file, et oui, et on enchaînera sur la deuxième partie. Alors, j'essaie de regrouper plusieurs questions, hein. Ouais, puis je vous renvoie la balle sur la question des écoles de management. Ça, c'est intéressant parce qu'on y apprend beaucoup de choses sauf le management. Historiquement, c'est vraiment bien un endroit où on n'apprend pas à manager. D'ailleurs, où est-ce qu'on apprend à manager, franchement? Moi, je milite un petit peu pour la formation managériale obligatoire. Quand on prend, enfin, on voit qu'il y a des formations obligatoires pour plein de métiers. Dès lors que vous conduiriez pas un bus sans avoir une formation, vous seriez pas sur un chantier sans avoir un certain nombre de formations. Et puis on vous permet de manipuler de l'humain, enfin d'être là pour l'humain sans avoir eu aucun élément. Donc voilà, peut-être je réponds à cette question puis je te laisse Coralie sur les. Il y a eu un
Il y a eu un très bon ouvrage d'une sociologue, Marianne Dujarier, sur le management désincarné, qui pointe justement ces managers dont l'essentiel du travail consiste à contrôler le travail des subordonnés, à remplir des tableaux Excel. Donc c'est aussi une fonction finalement très appauvrie, très éloignée du métier à proprement parler. Donc il y a sans doute effectivement des choses à faire en la matière, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à articuler cette question de la formation des managers et de leur rôle finalement à l'organisation, à la gouvernance, et notamment actionnariale, parce que ces tableaux, ce contrôle, ce benchmarking, il est bien lié à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire à faire remonter tous les indicateurs de performance aux actionnaires. Donc ça fait système, si vous voulez. Bon, je laisse ça de côté pour en venir à la question de la fonction publique. Vous avez tout à fait raison. Il y a un vrai sujet sur le sens du travail dans la fonction publique qui explique en partie nos résultats. C'est que souvent des professions de la fonction publique sont en contact avec le public. Alors, on peut penser au personnel soignant, aux enseignants, aux magistrats. Et eh bien, ce sont des professions où on pourrait penser qu'elles trouvent du sens à leur travail parce qu'elles se sentent, et le regard que porte la société sur elles le confirme, extrêmement utiles socialement. Mais pour autant, ce sont des professions qui sont aussi confrontées à des conflits éthiques très importants parce que souvent, ces professionnels ne sont pas en situation de pouvoir bien faire leur métier, en tout cas faire du bon travail de leur point de vue. Alors, il y a moult exemples, hein, mais bon, des enseignants à qui on demande de faire de la pédagogie différenciée alors qu'il y a 30 élèves dans la classe, dont des enfants porteurs de handicap, et donc sans aide extérieure pour pouvoir soulager l'enseignant. On peut penser aux soignants dans les conditions de l'hôpital public qui sont obligés de faire partir les patients parce qu'il faut libérer des lits. Bon, les exemples pullulent et voilà, la presse s'en fait régulièrement l'écho. Donc, la question, elle est sur la compression des dépenses publiques, c'est-à-dire être amené à faire plus avec moins de ressources, mais elle est aussi dans des questions d'organisation. Hein. On pense pour les hôpitaux à la tarification à l'activité hein, qui a marqué hein, en quelque sorte un tournant gestionnaire hein, dans l'hôpital public. Je pense que maintenant, il est temps d'aborder le deuxième temps de cet échange, donc sur le lien entre sens au travail et santé. Vous venez de dire, Coralie, juste à l'instant, que la plupart des salariés se demandent comment bien faire leur travail parce qu'ils sont confrontés de plus en plus dans des organisations de travail qui montent en puissance la notion de réactivité, la notion de stress qui introduit à outrance, l'anxiété exacerbée et qui peuvent entraîner effectivement un mal-être de plus en plus important. Donc, pour vous, toutes les deux, pouvez-vous effectivement expliciter, je pense que c'est un lien qui est important d'être approfondi, eh bien, ce lien entre sens au travail ou mal-sens au travail ou perte de sens au travail et le rapport à sa santé. Alors, on parle beaucoup de la santé mentale, mais je pense qu'il y a aussi notamment par rapport au rythme de travail, la santé aussi dans son ensemble qu'il faut pouvoir aborder. Donc, je vous avais chacune, on va dire peut-être un peu plus de 5-6 minutes. Combien? 5, Solène? Alors, malheureusement, 5-6 minutes pour pouvoir quand même aborder ce point-là. Ouais, moi, je vais faire très très court de toute façon. Je pense que Coralie aura plus de données pour étayer le propos. Tout converge quand on a moins de sens. Tous les autres indicateurs sont moins bons, ceux sur la santé, ceux sur l'engagement, ceux sur la performance. Enfin, voilà, il y a des liens de cause à effet quoi, à étayer. Et je pense que on peut, quand on a été dans ces situations-là, facilement faire le lien. Hein. Je vous ai parlé en introduction, quand je me suis retrouvée en manque de sens dans mon travail, j'ai fini par ne plus pouvoir marcher. Voilà, le corps parle, la santé est précieuse. Et en plus, à nouveau, en termes d'alignement d'intérêts, les entreprises, s'il y a ça, il y a des problématiques de coûts derrière. Donc voilà, on a tous les mêmes intérêts derrière ça.
D'accord. Alors juste avant de donner la parole à Coralie, ça m'amène une question. Alors je la pose comme ça tout d'un coup. Qu'est-ce que pour vous le bien-être au travail? Euh, c'est avoir des conditions de travail qui respectent son intégrité, qui respectent, enfin, des choses assez basiques, sans faire une définition trop étayée, hein. Donc, ce n'est pas les salles de sport, donc ce n'est pas euh, euh, les cours de yoga, les corbeilles de fruits, tout ce qu'on a pu voir dans la QVT, c'est maintenant, comme on dit, il y a de ça une dizaine d'années et qui commence heureusement à être mis un petit peu plus à distance pour regarder un peu les vrais sujets. Le bien-être au travail, c'est avoir des gens qui nous respectent, c'est avoir la possibilité de faire au quotidien ce qu'on nous demande de faire, enfin des choses assez simples, mais malheureusement qui sont pas toujours là. Est-ce que c'est pas aussi pouvoir participer et apporter sa vision des choses et sa perception et sa connaissance aussi de l'exercice du travail? Ouais, je laisserai Coralie apporter son éclairage, mais moi D'accord. je pense que tout le monde n'a pas cette même velléité. Les gens ont envie parfois à leur niveau juste de pouvoir bien faire ce qu'on leur demande de faire. Et puis après de passer à d'autres sphères de leur vie. De la même manière que la RSE, et je rejoins la RSE au sens environnemental, Mhm. n'est pas un facteur de sens pour tous les salariés, la contribution à la stratégie globale d'une entreprise non plus. En revanche, à mon échelle, dans mon niveau, comment je peux m'organiser et faire les choses à mon niveau, voilà, j'y vois sur le terrain des corrélations et des témoignages plus évidents que je veux contribuer à la stratégie de l'entreprise partout. Merci. Enfin, Donc, Coralie, c'est à vous? Oui, alors par rapport à la santé au travail, donc j'ai indiqué tout à l'heure que lorsqu'on trouvait peu de sens à son travail, ça accroissait de manière significative la probabilité de quitter volontairement son emploi. Donc quitter son emploi, c'est une manière de se préserver, de préserver sa santé lorsqu'on ne trouve plus de sens à son travail. Néanmoins, tout le monde n'a pas les ressources pour pouvoir démissionner. Ça dépend de sa situation familiale, ça dépend de la région dans laquelle on vit, de la probabilité de pouvoir retrouver un emploi. Donc, qu'est-ce qui reste comme solution? Alors, on pourrait se dire que une solution, ce serait pouvoir, au sein de son organisation, de son entreprise, finalement, faire entendre sa voix pour contester l'organisation du travail et que ça pourrait passer par les syndicats, donc l'adhésion syndicale. Or, on a testé cette relation avec les données de l'enquête conditions de travail et on s'aperçoit que finalement, le recours aux syndicats ne constitue pas une ressource pour les salariés qui trouvent peu de sens à leur travail. Parce que, et ça c'est l'interprétation qu'on peut apporter à ce résultat, les syndicats n'apparaissent pas comme étant susceptibles, aux yeux des salariés, d'agir sur l'organisation du travail, qui reste, encore aujourd'hui, largement une prérogative, la prérogative de l'employeur, du patron. Donc, que se passe-t-il lorsqu'on est obligé de tenir dans un emploi, en faisant un travail qui n'a pas de sens? Eh bien, ce qu'on montre, c'est que ça a des effets tout à fait délétères sur la santé. Euh, Quand on perd du sens à son travail, c'est comme ça qu'on l'a mesuré et nos données portent sur 2013 et 2016. Donc, quand on voit le sens qu'on trouve à son travail décliné entre les deux dates, ça accroît de façon significative la probabilité d'être absent pour maladie. Et ça accroît également le nombre de jours d'absence pour maladie, de 8 à 11 jours par an, soit une hausse de 40%. Donc ça, c'est tout à fait tangible. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, ça a un coût. Ça a un coût pour l'entreprise, puisque elle se prive d'un salarié opérationnel. Ça a un coût pour la société. Et donc, on voit qu'il y aurait vraiment intérêt à travailler cette question. Ce qui est intéressant, c'est que cette relation, elle est dynamique. C'est-à-dire, quand on
retrouve du sens au travail, eh bien, ça réduit la probabilité d'être absent. Donc, ça marche dans les deux sens, hein. Donc, il y a vraiment là un levier, hein, pour réduire l'absentéisme en entreprise, dont on entend aussi beaucoup parler. Confère d'ailleurs les recommandations faites par le gouvernement aux médecins pour qu'ils prescrivent moins d'arrêts maladie. Mais il faudrait aussi peut-être que les entreprises se préoccupent voilà, des conditions de travail et des conditions de production de sens dans leur organisation. L'autre résultat que j'aimerais partager avec vous, c'est que on a utilisé un autre indicateur de l'enquête conditions de travail qui permet de mesurer le risque d'entrée en dépression. C'est un indicateur de l'OMS. Et ce que l'on met en évidence, c'est que le risque d'entrée en dépression est multiplié par 2 pour les personnes dont le travail perd son sens, donc entre 2013 et 2016. Donc c'est quand même assez massif, hein, comme effet. Et fait également intéressant, ça le multiplie par 2, ce risque d'entrée en dépression, pour les cadres comme pour les ouvriers. Donc, en moyenne, les ouvriers trouvent un peu moins de sens à leur travail que les cadres, mais face à un travail qui perd son sens, eh bien, ils en souffrent tout autant. Donc, voilà deux résultats qui mettent en lien sens du travail et santé, et qui nous font dire finalement que la question du sens au travail, c'est un enjeu de santé publique. Bien. Je vous en remercie. Y a-t-il une question, là, une dernière question ou deux, on peut peut-être en prendre deux rapidement, sur cette deuxième partie de l'échange? Alors, je ne vois pas dans le chat hein, pour l'instant, mais peut-être que ça va arriver. Alors, si ça n'arrive pas, je voudrais juste quand même vous poser une question. Vous avez dit effectivement, c'est pas toujours facile lorsqu'on perd le sens au travail et qu'on ne se retrouve plus dans son exercice quotidien de partir, de démissionner. Or, on a bien vu, enfin on a vu aux États-Unis et puis après, ça s'est propagé un petit peu quand même en Europe et notamment en France puisque la DARES avait fait une étude spécifique sur ce qu'on appelait la grande démission. Alors, après, il faut savoir si c'est une tendance longue ou pas. Enfin, moi, je parle en termes de prospectivisme. Est-ce que c'est une tendance longue ou pas de constater que le fait qu'il arrive un moment où les gens n'en peuvent plus et finalement sont prêts finalement à démissionner, au risque quand même sur l'évolution de leur évolution professionnelle et de leur trajectoire. Parce qu'il ne suffit pas de simplement démissionner, après, il faut pouvoir retrouver un travail. Et ce n'est pas simple. Et ce n'est pas simple du tout. Et on voit bien aujourd'hui qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont dans des difficultés de recrutement et dans des tensions. Et ce n'est pas en réformant le chômage qu'on va résoudre ce problème-là, si je puis dire. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose. Il arrive un moment peut-être où quand on n'en peut plus, il y a ça. Se dire, j'arrête, même si ça veut dire que je prends des risques pour ma survie ou mon avenir. Donc, je voulais un petit peu vous questionner par rapport à ça, parce que je crois que c'est pas si déconnecté. Alors, il y a ça, et puis il y a aussi, comme Anaïs disait tout à l'heure, qu'il faut aussi regarder dans quelle évolution de société nous sommes, parce qu'il y a quand même une agrégation dans une approche systémique de grandes transitions. Alors, il y a la transition écologique, effectivement, mais il y a aussi la transition numérique, géopolitique, on le voit bien aujourd'hui, et institutionnelle. Eh bien, du côté des jeunes, il y a aussi comment dire, une exigence qui est de dire aussi, je n'irai dans une entreprise que si je me retrouve dans les mêmes valeurs. Et ça, c'est important. Et là, je le vois, moi, en tout cas, je le constate de plus en plus. Il y a aussi des changements de comportement par rapport à finalement ce rapport au travail et ce bien-être. Alors, est-ce que ça vous amène à réagir, vous interpelle Alors, Coralie et puis Anaïs. Oui, je veux bien réagir rapidement. Alors, Oui. sur le mouvement de la grande démission, oui, vous avez tout à fait raison. C'est
très liée à la question, enfin on peut la mettre en lien avec la question du travail et des conditions de travail. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a eu ce mouvement de grandes démissions, mais qui s'est exprimé de manière différente de celui qu'on a observé en France, puisque aux États-Unis, c'était des sorties du marché du travail, alors qu'en France, c'était des changements d'emploi, voilà, très importants et à un niveau effectivement inédit, hein, depuis que la DARES mesure ces démissions. Parce que non seulement il y a eu des démissions, mais il y a eu aussi beaucoup de ruptures conventionnelles, hein. Donc il y a eu Peut-être. un niveau effectivement historique, hein, de départ volontaire des emplois. Alors il faudra attendre un peu pour pouvoir mesurer si vraiment c'est un trend qui se confirme. Mais en tout cas, on a pu observer que ça concernait toutes les catégories socio-professionnelles, pratiquement tous les secteurs d'activité. Donc ça a été un mouvement tout à fait intéressant, qui signe peut-être voilà, le ras-le-bol d'exercer dans des conditions de travail difficiles. Et on a vu certains secteurs qui offrent par ailleurs des conditions de travail globalement pénibles devoir s'interroger, hein. Notamment, je pense au secteur de l'hébergement-restauration, pour offrir des jours de repos, pour aménager en fait, hein, l'organisation du travail, pour tenter de retenir ou de fidéliser les salariés. Sur la question des jeunes, alors ça, le rapport au travail des jeunes a-t-il changé? Alors c'est troublant parce qu'effectivement, ça fait partie de ce qu'on entend beaucoup, tant de la part des employeurs, souvent que des salariés, hein. Et pour autant, on ne décèle pas dans les études sociologiques sur le rapport au travail des jeunes de changement. Voilà, dans les 10-20 dernières années. Le rapport au travail des jeunes semble toujours très conditionné à l'origine sociale des jeunes. Et peut-être ce qu'on observe et ce dont la presse se fait l'écho, hein, de ces jeunes qui, diplômés, ne veulent plus travailler pour des entreprises qui dégradent l'environnement, peut-être est-ce le fait voilà, d'une petite fraction de la jeunesse très diplômée, mais il semble que ce qui soit structurant, hein, du rapport au travail reste encore très lié aux origines sociales. En tout cas, on a hâte de lire des travaux voilà, plus récents sur ce sujet pour pouvoir mieux le documenter. Merci Coralie. Alors Anaïs, malheureusement, vous avez 1 ou 2 minutes de réponse, hein, parce que voilà, 2 minutes parce que voilà. C'est juste une petite chose par rapport à, je crois que ce qui est important sur la valeur des jeunes par rapport, enfin les valeurs travail perçues par les jeunes, c'est pas une remise en cause du travail. C'est plutôt l'éthique du travail, je dirais. Mais on ne va pas relancer une discussion entre nous, mais je crois que c'est important. En tout cas, les dernières enquêtes européennes le mettent bien dans l'évidence. Alors, Anaïs, maintenant, 1 ou 2 minutes. Peut-être je suis alignée, hein, sur c'est plus contextuel que générationnel, donc pas le refaire. Un mot de conclusion, on est sur le futur positif. Je crois peut-être de ma fenêtre, ce qui se joue aujourd'hui, ben, c'est euh, on a la capacité à ce moment-là de notre humanité, j'ai envie de dire, de se poser davantage de questions sur le travail et pour le mieux, puisque bah, le travail, ce n'est pas qu'une mauvaise chose qu'il faudrait à tout prix bannir de notre vie, ça peut aussi être quelque chose de joyeux. Et le but du jeu, ben, ça va être d'essayer de faire en sorte que le temps qu'on passe au travail, quel qu'il soit, selon nos étapes de vie et nos envies, soit juste et soit positif. Et c'est ça le défi de société avec un grand S, hein, parce que ce n'est pas qu'une question d'actionnaire, qu'une question de manager, qu'une question d'entreprise, qu'une question d'individu. C'est tout ça mis ensemble qui doit bouger pour aller dans cette direction-là. Je crois que moi, je crois beaucoup à que le défi des entreprises, ça va être de standardiser la personnalisation. Parce qu'aujourd'hui, pardonnez-moi l'oxymore, mais les gens attendent tous un petit peu comme on est des consommateurs, on veut une expérience singulière, on veut, quand on est client de quoi que ce soit, ben, qu'on nous prenne en compte en fonction de nos besoins, de nos envies aux différents moments donnés de notre vie.
bah, ça va être un petit peu ça aussi le travail. Parfois, je voudrais être en freelance, parfois, je voudrais être dans une entreprise, parfois, je vais subir un marché de l'emploi que je n'arrive pas à suivre. Bref, je vais avoir énormément d'étapes dans ma vie professionnelle et comment l'entreprise arrive à accompagner ces différentes étapes de vie et ces différentes envies en faisant pas un cas une personne, parce que c'est ni possible ni souhaitable, mais en faisant cohabiter en son sein différentes expériences de travail, que ce soit ben, en termes de temps de travail, la semaine de 4 jours pour certains, la semaine de 5 jours ou pour d'autres, des petites journées, des grandes journées. Je vais avoir besoin de différentes choses à différents moments de ma vie. Voilà, je pourrais filer cette notion de standardiser la personnalisation sur plein d'aspects du travail, mais c'est un très grand défi. Voilà, donc s'il fallait faire ce jeu du futur du travail, comment, quand on ne peut pas faire un cas une personne, on continue de faire collectif? Très bien. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de ce webinaire. Je vous remercie vraiment infiniment toutes les deux d'avoir pris du temps pour qu'on puisse effectivement aborder ce concept du sens au travail. Je laisse la parole à Solène parce qu'elle a peut-être à nous donner quelques informations sur les suites et notamment les thématiques des prochains webinaires dans le cadre de ce concours sur le futur du travail en 2050. Et peut-être rappeler l'échéance pour les réponses et les envois. Oui, absolument. Alors, on continue dans notre lancée de webinaire. On aura le prochain le 27 mars, où on abordera la question de l'intelligence artificielle générative par rapport aux transformations du monde du travail. Donc, vaste sujet. Nous aurons ensuite un webinaire le 5 avril sur les perspectives internationales avec l'intervention de Sandrine Zerbib, qui est en fait une dirigeante d'entreprise chinoise qui a construit toute sa carrière en Chine, enfin en tout cas avec plus de 30 ans de carrière en Chine, donc qui nous parlera un petit peu des tactiques de management et de performance dans les entreprises chinoises. Et on terminera ce cycle de webinaire avec le 10 avril l'interview du dessinateur Fix qui a pris comme sujet de ses BD le travail. Donc voilà, on abordera un petit peu son parcours et son regard très humoristique sur le monde du travail aujourd'hui. Voilà pour les webinaires et pour les échéances du concours, nous aurons eu l'ouverture de la plateforme de dépôt des œuvres le 26 mars et la date limite de participation est fixée au 22 avril. Voilà. Merci beaucoup pour ce webinaire. Merci. Merci à vous. À bientôt. Au À revoir. très bientôt. Merci beaucoup.